Je m'appelle Pauline, j'ai 31 ans. Il y a 4 ans, je me suis lancée dans une aventure un peu folle, créer une marque de joaillerie avec mon fiancé Sharif et mon beau-frère Malek. Salut Émilie. Ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Après avoir commencé à vendre mes bijoux sur Internet, j'ai ouvert ma première boutique à Paris, en septembre dernier. Madame, du coup, recherche quelque chose plutôt avec une pierre centrale qui va être entourée. Moi, quand j'ai été chercher ma bague de fiançailles il y a plus de 4 ans maintenant, j'ai été assez étonnée de voir que l'expérience était assez froide, intimidante. C'est dommage, c'est quand même des moments de vie qui sont des moments exceptionnels. On a envie de le vivre dans la joie et la bonne humeur. Quand on est en couple, on va chercher sa bague de fiançailles, on a envie de s'amuser, on a envie de passer un bon moment. C'est un modèle qui se fait remarquer, mais sans être non plus tape à l'œil. Et c'est vrai que je trouve qu'il est particulièrement beau en diamant parce qu'on ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais vous avez le diamant central qui brille de mille feux, le pavage autour, enfin, c'est vraiment très joli. Je crois que je préfère non coloré, vraiment tout simple. D'accord. Ouais. Très bien. C'est vrai que les clients que je préfère, c'est quand même ceux qui viennent pour une bague de fiançailles, parce que moi, ça me rappelle un petit peu ma propre histoire. En plus, je pense que ce qui est hyper plaisant pour moi, et puis aussi pour Sharif, c'est de se rendre compte qu'on les aide vraiment à trouver quelque chose qu'ils ne trouveraient pas ailleurs. Enfin, on se disait tous que c'était un pari complètement fou, on n'avait pas d'expérience dans la joaillerie, on n'y connaissait rien. On se rend compte en fait qu'on a encore beaucoup de choses à faire, mais quand même, on a passé un cap. Donc pour vous, c'est mission réussie. Mission réussie. Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. Nous avons choisi de mettre en lumière 3 invités qui ont osé prendre des risques et croire en leurs idées, comme Pauline que l'on vient de découvrir en images. Bonjour Pauline. Guillaume et Michel. Ils ont fait le pari tous les 3 de monter leur entreprise au grand étonnement de leurs proches. Et ils ont eu raison car ils connaissent aujourd'hui un véritable succès. Bonjour, donc merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés aujourd'hui, Samuel Mergui, notre psychologue. Samuel, c'est vous qui allez décrypter le parcours de nos invités aujourd'hui. Pauline, vous avez monté votre société en 2011, vous aviez 26 ans à peine à l'époque. D'où vous est venue cette idée de fabriquer des bijoux sur mesure ? Je suis partie en fait d'une expérience personnelle. Je me suis fiancée en 2011 et à l'époque, mon donc futur mari, parce que je me suis mariée, m'a dit allons chercher une bague de fiançailles. On n'avait pas de bijoux de famille, on ne connaissait pas de joaillier de quartier. Et donc on s'est retrouvés à aller à la fois voir des très belles marques de joaillerie, puis aussi des petits artisans. Et on s'est rendu compte que c'était très compliqué. Ça coûtait souvent très cher, c'était parfois intimidant, le vigile à l'entrée, etc. Vous aviez une idée précise de ce que vous souhaitiez ? Oui, moi c'est vrai que j'avais assez envie d'avoir un modèle qui ressemblait pas vraiment à une bague de fiançailles, qui était un peu dentelée. Et en fait, je trouvais tout simplement pas ça. On n'arrêtait pas de me dire non, il faut un solitaire, or blanc, diamant. Et en fait, ça me ressemblait pas. Et puis, je trouvais que l'expérience était intimidante, n'était pas forcément joyeuse, alors que c'est quand même un moment sympa. Mais donc, c'est vrai que suite à cette expérience, on s'est dit que c'était pas si facile d'acheter un bijou. Et donc, en parlant autour de nous, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout les seuls dans ce cas et qu'il y avait probablement une opportunité sur le marché de la joaillerie. Alors Guillaume, vous, c'est grâce à un élément de notre garde-robe dont on parle peu, mais qui est pourtant indispensable. C'est grâce à cela donc que vous avez connu le succès. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du slip, tout simplement. Alors vous aviez un problème de slip. Il était quoi ? Quel était votre problème en fait ? Non, en fait, j'avais pas de problème, mais je cherchais une idée de boîte, comme beaucoup de créateurs, comme beaucoup de jeunes qui veulent se lancer. Je cherchais la bonne idée et je voulais me lancer dans la mode parce que je pensais qu'on pouvait démarrer avec pas beaucoup de moyens, assez facilement, en utilisant Internet, qui était un super levier. Et je me suis dit dans quel domaine de la mode on pourrait appliquer ça, dans lequel il n'y a pas eu tellement de nouvelles marques depuis 15 ou 20 ans. Et je me suis dit... Le slip, c'est caché quand même, c'est dommage. C'est caché, mais c'est vrai que tout le monde porte des sous-vêtements, donc c'est vraiment un marché qui est important, pour lequel il y a un vrai savoir-faire en France. Il y a vraiment des usines textiles spécialistes de sous-vêtements depuis 60 ans. Et c'est vrai que, voilà, avec juste un petit brin de folie et cette idée de slip fabriqué en France, on a vraiment construit une belle aventure. Malin. Hein. À quel âge vous avez décidé de... J'ai démarré à 24 ans. 24 ans ? Vous sortiez de vos études à peine ? Exactement, exactement. Bon. Et puis Michel, vous avez 40 ans et vous êtes avec votre associé à la tête d'une célèbre marque de biscuits et de desserts. Depuis quand ? Donc on a lancé ça en 2004.
mais il se trouve qu'on se connaît avec Augustin depuis 1993 ou 1994. Et vous aviez tous les deux une formation de cuisinier ou de pâtissier? Non, on a tous les deux fait une école de commerce, mais Augustin avait passé un CAP de boulanger entre 2 jobs, et on avait partagé une même passion pour les boulangeries, qui nous avait amené à écrire un guide sur les meilleures boulangeries de Paris, donc en 2003. Ouais. Donc vous aviez une vision à peu près globale du marché. Surtout, on avait un regard de passionné de la pâtisserie, de passionné du goût. Et donc notre approche, c'était de se dire, on ne vient pas du tout de l'industrie agroalimentaire, mais donc on avait envie de secouer un peu ce bananier en proposant des produits qui nous correspondent. Donc notre préoccupation, c'était faire revenir le goût avec des ingrédients les plus simples possibles. Alors, vous êtes en quelque sorte notre parrain cet après-midi, puisque vous avez un petit peu plus d'expérience que nos 2 autres invités. Et on a envie d'avoir votre regard sur leur parcours et sur leur réussite assez immédiate. Vous acceptez cette mission? C'est très intimidant, mais je vais essayer. Vous avez froid, là? Parce que je vois que vous avez mis 2 petits gilets. Vous pensez que ça va aller jusqu'à la fin de l'émission? J'ai pas encore mis le slip de Guillaume, donc pour l'instant, C'est pas la fin de j'ai un dommage. peu froid. Pauline, en fait, vous n'étiez pas du tout destinée à dessiner des bijoux. Vous vous orientiez vers quoi au départ? En fait, à la base, je devais devenir prof. J'avais fait des études littéraires, j'étais plutôt bonne à l'école. Mon père lui-même est entrepreneur et voulait vraiment que je trouve un métier un peu sécurisé, etc. Ah, ça plaît aux parents. Ça plaît aux parents. On m'avait dit, sois prof, tu auras des vacances. C'est ça. Alors, c'est un peu ça, là, même si en fait, je trouve que c'est un métier vraiment difficile. Bien sûr. Mais bon, en fait, j'étais quand même vraiment pas faite pour ça. J'avais pas de réelle vocation. Je l'ai plus fait, sincèrement, pour faire plaisir à mes parents. Et le jour où je m'en suis rendu compte, je me suis dit qu'il fallait que je trouve ma vraie vocation. C'est bien de s'en rendre compte aussi jeune, parce que parfois on passe la moitié de sa vie avant d'oser recentrer un peu ses envies. C'est pas toujours une bonne idée finalement de suivre les idées des parents. Alors c'est pas toujours une bonne idée, mais en même temps parfois on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que pour faire simple, on a tous des petites voix qui nous pourrissent la vie, on les a depuis l'enfance. Des voix VOI... Des petites voix X, exactement, du type ne réussit pas, n'existe pas, n'est pas de valeur, etc. Et donc pour les combattre, le seul moyen qu'on a parfois, c'est de développer ce qu'on appelle les drivers, des pilotes automatiques du comportement. Donc il y en a 5 qui ont été répertoriés, et notamment le fait plaisir. Et alors c'est quoi les autres? Alors il y a fais plaisir, dépêche-toi, sois fort, fais effort et sois parfait. Et donc on peut en avoir plusieurs à la fois, et on les aura pas forcément toute notre vie, mais à un moment donné, ça peut être un moyen d'exister, ou ça peut être pour avoir l'impression que je peux réussir, il faut que je corresponde aux attentes de mes parents. Il faut que je leur fasse plaisir. Donc ça, c'est fait plaisir. Mais vous êtes d'accord avec moi, c'est rare que si vite on ose sortir de cet impératif, quoi. Peut-être que Pauline, vous vous êtes rendu compte justement que ce driver, à un moment donné, il vous correspondait plus, il était plus périmé, et que vous pouviez avoir de la valeur ou exister justement sans avoir besoin de correspondre aux attentes des autres, et notamment de vos parents. Moi, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans la vie, c'était l'aventure, la joie de vivre, les risques. Et je dis pas que c'est pas un métier à risque d'être enseignant, parfois ça l'est, mais sincèrement, je me reconnaissais pas du tout. J'étais honnêtement malheureuse comme les pierres. Et il y a un jour où je me suis dit, mais il faut que j'arrête de vivre le rêve de quelqu'un d'autre et que je m'écoute un peu. Je vous cache pas que ça a été très dur, et puis ça a été dur de l'annoncer aussi à mes parents. Mais en fait, ça s'est plutôt bien passé. À quel âge vous êtes dit ça? 1 an et demi à peu près avant, donc autour de 24 ans. Et vous sortiez de quoi à ce moment-là? Vous aviez fait quoi comme études? Donc j'avais fait des études littéraires, j'avais fait des études de littérature et par ailleurs aussi j'avais passé le concours pour devenir prof. Donc vous avez bifurqué et vous êtes orienté vers d'autres études. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? C'est vrai que du coup, en réfléchissant un petit peu à ce qui m'intéressait, je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est la création, l'aventure, la prise de risque. Je me dis, quel métier correspond à ça? Et donc, assez rapidement, je me suis rendu compte que tous mes amis entrepreneurs étaient très heureux dans leur travail, que c'était très difficile, mais que c'était vraiment ce que je recherchais, un investissement personnel, une recherche de sens. Et donc, je me suis dit, moi, malheureusement, j'y connais rien, j'ai pas d'idée, et sincèrement, je savais même pas, comment on crée une entreprise, quoi. Et donc, je suis allée faire des études commerciales. Et c'est vrai que là, j'ai énormément appris, ça m'a énormément aidée. Je me suis mis un peu le pied à l'étrier. Alors, il se trouve que dans votre enfance, vous aimiez les pierres. Et qu'à ce moment-là, vous vous en êtes souvenu. Exactement, c'est vrai que j'aimais les pierres, alors les pierres précieuses, mais surtout les pierres, vous savez, j'avais une petite collection de pierres, comme parfois on peut avoir quand on est enfant, des améthystes, etc. Et j'ai toujours bien aimé un peu les minéraux, je trouvais que c'était assez fascinant que sous terre, on puisse trouver des choses aussi magnifiques. Et quand on a eu l'idée avec mon mari Charif de créer l'entreprise, c'est vrai que ça m'est revenu, et cette passion des pierres, j'ai pu me dire que j'avais envie de la vivre en fait dans mon métier. Et donc c'est vrai que ça s'est trouvé parfaitement, parce qu'avec l'idée de la bague de fiançailles qu'on n'avait pas trouvée, je me suis dit, mais finalement,
pourquoi pas. Finalement, il y a des gens qui créent des entreprises dans des slips ou dans des biscuits. Moi, je peux faire de la joaillerie, même si je viens pas du tout du métier et que ma famille ne vient pas du métier non plus. Donc cette bague, vous l'êtes dessinée? Je me la suis dessinée. Ensuite, on l'a fait fabriquer par des artisans. C'est vrai que quand on dessine et qu'on n'est pas joaillier de formation, on a des idées. Après, dans le détail technique, évidemment, je me fais aider. Mais oui, je l'ai dessinée. Vous étiez bonne en dessin? Non, j'étais très mauvaise, mais... Comment on fait alors? Et ben en fait, on donne un peu des idées. Ouais. On essaye un peu d'expliquer tant bien que mal. Et puis, on a quelqu'un, par contre, qui sait vraiment dessiner. On lui dit non, là, un peu plus comme ça, un peu plus. Mais c'est pas moi qui dessine, je suis pas capable. C'est fréquent comme ça qu'on ait une passion d'enfance qui soit ancrée quelque part dans un coin de sa tête et qu'on en fasse une profession? Mais souvent, justement, on ne va pas s'autoriser à écouter ces petites voix enfouies. On voit que pour Pauline, les pierres, c'était associé à un loisir d'enfant. Et dans la tradition judéo-chrétienne, le travail, au départ, le travail, c'est une punition. C'est parce que les êtres humains ont péché qu'ils doivent travailler. Et donc, c'est associé à l'idée de souffrance, à l'idée de labeur, etc. Et c'est pas vrai dans toutes les cultures. Par exemple, au Japon, le travail, c'est considéré traditionnellement comme une bénédiction. Et donc, il n'y a pas forcément cette notion de souffrance. Et puis, on peut se rendre compte à un moment donné qu'on peut associer le loisir et le travail. C'est pas forcément incompatible. D'accord. Ben, je suis complètement d'accord. Et moi, c'est vrai que même s'il y a des moments difficiles, je suis très, très heureuse d'aller au travail le matin et je vis vraiment ma passion. Et je pense que c'est le cas aussi pour Michel et je pense Guillaume. Et donc, a priori, je pense que c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est de vivre sa passion. Vous avez combien d'employés aujourd'hui? On est une vingtaine. Mal. Oui, ça commence. Guillaume. Alors, vous aussi, vous avez pris un virage à 180 degrés. Vous étiez diplômé d'une école de commerce. Votre avenir, a priori, semblait tout tracé vers les grandes entreprises. Et puis, en sortant de l'école, vous avez tout de suite intégré un groupe industriel dans la finance avant de démissionner 3 mois plus tard. Pourquoi vous avez démissionné? Parce que j'ai compris très vite, dans les 5 premières minutes de ce premier jour, dans une des plus grandes boîtes du monde, que j'étais pas du tout à ma place. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Donc du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une autre voie, il faut que je trouve quelque chose dans lequel je pourrais plus m'épanouir. Et donc, je réfléchissais à des startups, à des plus petites boîtes. Et donc, j'ai trouvé une offre de job dans cette chaîne de supermarchés bio. J'ai rencontré un patron qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui vraiment m'a ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat. Et je l'ai rencontré dans son bureau. Il m'a dit, t'as pas l'air trop bête, t'as l'air plutôt sympa, viens, je t'embauche demain matin. Et j'ai démarré 10 jours plus tard chez lui. Donc c'était vraiment une expérience géniale, j'ai appris beaucoup. Alors vous faisiez quoi exactement? Je m'occupais du réseau de magasins, c'est-à-dire que... Vous n'étiez pas enfermé dans un bureau à gérer des fichiers? Non, pas enfermé dans un bureau, non. On a ouvert 6 magasins, on a recruté 40 personnes, donc je m'occupais de recruter tout le monde, de mettre en place le magasin, de mettre en place le mobilier. C'est vraiment une aventure super. Donc des contacts humains, il fallait avoir des idées, un job varié. C'était un job très varié, très concret surtout, et avoir des responsabilités qui parfois étaient des choses assez bêtes, mais ne serait-ce que faire en sorte que l'équipe puisse travailler dans de bonnes conditions, qu'on ait des contrats de maintenance sur les portes automatiques de chacun des magasins, des choses peut-être concrètes et terrain, mais qui m'ont fait me rendre compte que j'avais vraiment un rôle important à jouer, concret, opérationnel, et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est être mon propre boss, avoir des décisions à prendre et impacter la vie des gens au quotidien. Alors Guillaume, ce qui est surprenant dans le parcours de Guillaume, c'est qu'il ait tout de suite écouté cette petite voix qui lui disait « je ne suis pas à ma place ». Il y en a plein qui seraient restés un moment avant de savoir écouter leur petite voix. En fait, à quoi c'est dû, à votre avis? En fait, il y a plusieurs petites voix à la fois. C'est-à-dire qu'il y a probablement une petite voix qui a dit à Guillaume « reste en sécurité » et une autre qui dit « fonce ». Et puis, effectivement, au bout d'un moment, on est amené à choisir, à trancher. Et vous avez écouté la voix qui vous dit « fonce ». Le problème, c'est justement qu'on n'arrive pas à choisir entre ces petites voix. Et notamment, les personnes qui ont un fonctionnement obsessionnel vont passer leur temps à érotiser la pensée, à se poser des tas de questions, à peser le pour et le contre. Érotiser la pensée, oui, c'est-à-dire en tout cas, à peut-être surinvestir la pensée, on va dire, au détriment du passage à l'acte. Et donc, ils vont pas agir. Les obsessionnels, ils font rien. Ils passent leur temps à se dire je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et puis, ils n'agissent pas. Mais ça, ce sont Guillaume a choisi d'agir. Moi, j'en connais une qui est un peu comme ça, mais elle est pas carrément obsessionnelle. Oui, mais c'est normal d'être obsessionnel. Hein. Vous avez le choix entre être obsessionnel, phobique ou hystérique. Ah bon, alors, non, là, je préfère être obsessionnel, alors. Donc, voilà. Au fond, obsessionnel, c'est normal, quoi. Ça peut.
Ou pas. C'est-à-dire que si vous êtes pathologiquement obsessionnel, ça va devenir très handicapant, très envahissant, mais une petite dose de côté. On peut être un peu obsessionnel et un peu hystérique. Hein. Bon, alors, par exemple, Guillaume, il est quoi, lui, alors, à votre avis? Je connais pas assez Guillaume pour pouvoir me prononcer, mais en tout cas, il y a une dimension d'agir que n'ont pas la plupart des obsessionnels, donc je pense que Guillaume n'est pas non plus trop pathologiquement obsessionnel. Et en même temps, Guillaume, vous avez forcément un peu de rigueur, parce que pour être chef d'entreprise, il faut avoir de la rigueur. Donc il faut avoir quand même un côté organisé, un côté méticuleux, enfin pas forcément méticuleux, mais en tout cas organisé, que vont avoir justement les obsessionnels, pardon. Et donc, voilà, je connais pas assez Guillaume, et je pense que vous n'avez pas de Et Pauline, névrose vous diriez quoi pathologique. sur Pauline? Là encore, je connais pas assez Pauline, mais je suppose qu'il n'y a pas d'envahissement, d'ancrage. Non, c'est vraiment très compliqué comme question, parce que je connais pas assez Pauline pour pouvoir me prononcer sur... Bon, pour Michel, on verra dans quelques instants. Donc, vous êtes resté combien dans cette société à créer des... Je suis resté 1 an et demi dans la chaîne de supermarchés bio. J'ai vraiment appris plein de trucs et j'ai compris et mûri la décision de monter ma boîte. Et donc, il m'a fallu 1 an et demi pour me dire que j'étais prêt à me jeter à l'eau. Et c'est à partir de là que je me suis dit, bon... Parce qu'il y a un moment où vous avez commencé à vous ennuyer? Je m'ennuyais pas, mais la boîte était déjà trop grande pour que je puisse me dire que ça allait être la mienne un jour. Et puis, j'étais jeune, j'avais encore 24 ans. Donc, je me suis dit, voilà, il faut... À un moment, c'est maintenant ou jamais, puisqu'ensuite... les responsabilités arriveront, peut-être une vie de famille, voilà, ce genre, enfin, construire plus. Donc je me dis, pour l'instant, j'ai pas tellement de risques en fait. Donc je me dis, il faut se lancer. Et c'est à partir de là où je me suis dit, bon, c'est bien beau, il faut trouver une idée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se trouvent dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'ils ont envie, ils sont prêts, mais ils n'ont pas d'idée. Et c'est assez difficile et c'est une période qui n'est pas facile. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai trouvé mon idée un peu par élimination, ou en tout cas en me disant, voilà, dans quel secteur je m'imagine bien travailler, un peu dans l'idée d'avoir quelque chose qui colle avec la vie perso. Et c'est là où je me suis dit, la mode, c'est un secteur dans lequel on peut démarrer avec pas forcément beaucoup de moyens, qu'Internet et les réseaux sociaux pouvaient fondamentalement changer la façon dont c'était fait. Et je me suis dit, voilà, j'ai ce côté Made in France, savoir-faire, artisanat, qui est une donnée très importante, et de l'autre côté, le côté Internet moderne. Il fallait juste que je trouve un marché dans lequel appliquer ça. Et c'est vrai que les sous-vêtements et les maillots de bain, c'était vraiment un bon terreau pour le faire. Il ne manquait plus que le petit coup de pouce du destin qui fait que sur cette bonne base, en discutant avec des amis, en me disant, voilà, je veux faire un truc de mode, je veux faire un truc Made in France, savoir-faire, artisanat, je veux que ce soit moderne, que ça puisse être vendu sur Internet. Les sous-vêtements, ça me paraît un super terreau. Et là, j'ai un ami qui est fan du mot slip, qui utilise ça comme un gimmick et qui, voilà, ça fait partie de son vocabulaire. Voilà, c'est-à-dire, il utilise le mot slip? Il dit, ouais, t'es gentil comme un slip. Voilà, il va utiliser ce mot-là. Ça fait partie de son vocabulaire. C'est un mot qui l'amuse. Et donc, quand je lui raconte ça, très naturellement, il me dit, mais Guillaume, t'es complètement malade. Pourquoi tu veux te lancer dans les sous-vêtements? Tu n'arriveras jamais à vendre un seul slip. Et je lui dis, si je fais le slip français, je suis sûr que je peux en vendre quelques-uns. Alors, Samuel, je vous vois très intéressé par le parcours de ce jeune homme. Vous avez peut-être des questions à lui poser sur son enfance? Oui, effectivement, voilà. Par exemple, est-ce que vous vous rappelez de comment vous étiez étant enfant, votre personnalité? Bizarrement, je pense que j'ai pas mal changé parce que j'étais très sage et peut-être presque timide étant petit. J'ai toujours été bon élève. Je pense que j'ai pas posé trop de problèmes à mes parents. J'étais toujours très appliqué. C'est après que je suis devenu un peu moins facile à gérer, mais beaucoup plus tard. J'ai vraiment 22, 23, 24 ans. Et alors là, vous êtes devenu difficile à gérer en quoi? Qu'est-ce que vous avez commis quelques exactions? Non, pas d'exactions, mais c'est vrai que en fait, j'ai vraiment pris une claque en sortant d'école de me dire, mais j'ai fait tout ça, 10 ans d'études pour arriver à un truc qui me plaît pas du tout. Donc là, en fait, je pense que j'étais vraiment perdu, malheureux, peut-être même presque dépression, de se dire, mais en fait, tout son monde qu'on a construit pendant 10 ans s'écroule un peu sous mes pieds. Donc je me dis, mais où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? J'étais vraiment perdu. Donc je pense que c'est difficile à gérer pour un entourage familial de se dire qu'on a mis tant d'efforts. Parce qu'une école de commerce, c'est supporté par la famille, c'est du boulot, c'est de la... Mais c'est des études que vous aviez choisies, vous, ou qu'on vous avait imposées? Non, personne dans ma famille n'a jamais fait d'école de commerce, j'étais le seul à le faire. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai pas vraiment choisi. J'ai avancé parce que j'étais bon élève. Non, mais justement, parfois, quand on est bon élève, on vous met toujours dans des cases que vous choisissez pas vraiment, parce qu'on vous dit, vous pouvez le faire, donc faites-le. Et donc, on se laisse porter jusqu'au moment où on n'est pas sur sa voie, quoi. Exactement. Oui, mais... Moi, on fait allemand première langue, on fait latin, on fait des trucs... Oui, ça, j'ai coché toutes ces cases. C'est ça, vous avez fait tout ça. Bien sûr. Mais j'ai pas eu le sentiment qu'on me l'imposait vraiment, et je pense que c'était pas l'idée, puisque vraiment, il n'y a pas de pression familiale pour faire ça. Ils faisaient quoi, vos parents? Enfin, ils font quoi, vos parents? Ma mère travaille en consulting informatique, et mon père était assureur, donc j'ai pas de pression, et vraiment, dans ma famille, personne n'a fait d'école de commerce, donc c'était pas... Une réaction de Samuel sur ce parcours?
Oui, ben on voit que c'est pas forcément... justement, tout à l'heure, quand je vous parlais des injonctions et des drivers qu'on va développer, c'est pas forcément lié à ce qu'on a réellement entendu. C'est pas forcément parce que des parents mettent la pression qu'on va se forcer à justement suivre une voie pour leur faire plaisir. C'est ce que nous, on introjecte, c'est-à-dire ce qu'on imagine de ce que de ce qui pourrait être lié aux attentes parentales. Donc finalement, peut-être que vos parents vous ont pas vraiment mis la pression, mais quand même, vous avez eu cette sensation qu'il fallait faire quelque chose de sécure, qui corresponde à vos bonnes notes en fait, et que du coup vous n'aviez peut-être pas l'occasion de vous dire mais finalement qu'est-ce que je veux vraiment faire. Ça? Oui, bah ça fait du bien de se l'entendre expliquer. Il y a sûrement de ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et vous, vos parents, ils attendaient quoi de vous? Vous voulez vraiment que je parle de moi encore? J'adorerais. Mais moi, en fait, oui, effectivement, moi, en tout cas, mes parents, c'est l'ancienne école, donc je me serais pas imaginé leur dire, je vais faire psycho, par exemple, Ouais. parce que... Ça les aurait affolés? À quoi un psychologue? Vous imaginez faire psycho Ouais. et terminer à la télé? Alors là, c'est hein, c'est le cas de figure C'est le comme plus de dire terrible. de vendre des slips, c'est impossible. Donc oui, moi aussi, j'ai fait d'autres choses avant. Plus sécure, justement, plus dans des filières universitaires. Et puis au bout d'un moment, on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de, je sais pas, d'être prof d'histoire ou d'être autre chose? Alors, on va s'intéresser maintenant au cas de Michel. On l'a vu, Guillaume et Pauline se sont lancés sans business plan ni études. Ils ont juste suivi leur instinct, leur envie. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces parcours? Est-ce que vous êtes laissé porter, vous aussi, par vos envies? Oui, le point commun qui est quand même frappant, c'est de voir la passion pour les pierres précieuses pour Pauline, alors, une passion pour la mode chez Guillaume. Le point commun entre les pierres précieuses et le slip? Non, pardon, c'est qu'il n'y a pas de point commun. On va faire une collaboration. Le point commun, collaboration. c'est que tous les trois, on a cette passion pour le produit dans lequel on a entrepris. Donc une passion pour les pierres précieuses, une passion pour la mode, et dans notre cas, avec Augustin, ce qui nous animait, c'était véritablement une passion pour la gastronomie. Et donc effectivement, là, quand on était en classe avec Augustin, donc je crois que c'était en 4e. Vous connaissez depuis quel âge? Voilà, donc on se connaît, on devait avoir 12 ou 13 ans quand on s'est rencontrés. On n'est pas devenus amis tout de suite, mais on a cette chance de se connaître depuis très très longtemps, d'être devenus amis au bout de quelques années et de s'être jamais perdu de vue. Maintenant, ça va faire bientôt 30 ans, puisqu'on aborde la quarantaine. Est-ce que tout petit, déjà, par exemple en 4e, vous sentiez que vous feriez quelque chose ensemble plus tard? Alors à ce moment-là, pas du tout. Ensuite, c'est plus année après année. En terminale, on s'est retrouvés à organiser un voyage ensemble au Burkina Faso, un voyage caritatif là-bas. Et donc là, le fait de voyager ensemble, le fait de faire du sport ensemble, puisqu'on a beaucoup joué au tennis ensemble, le fait de passer des vacances ensemble, on était de très bons amis. Et commencer à organiser des voyages ensemble, donc le Burkina, ensuite on est allé en Équateur et Colombie pour une autre mission caritative plus tard. Ça, c'est des choses qui commençaient à poser des petites pierres pour se dire peut-être que ça avait du sens de travailler ensemble. Mais ensuite, il y a eu un autre projet qui était un guide des boulangeries qu'on s'est retrouvés à écrire ensemble. Et là, ça a été finalement une forme de jointure entre 100% amical, un projet finalement plus professionnel qui était d'écrire un guide, d'aller faire une enquête des boulangeries. Un guide des boulangeries? Initialement, c'est une idée d'Augustin. Vous ne trouvez pas de bonnes baguettes autour de chez lui? Non, mais en fait, il a fait ce constat de se dire Paris est réputé pour les boulangeries, mais alors qu'il y a 50 000 guides sur les restaurants, il n'y avait pas encore de guide sur les meilleures boulangeries à Paris. Et donc, assez naturellement, vous allez dans la boulangerie la plus proche de chez vous, mais vous ne faites pas forcément l'effort d'aller découvrir d'autres boulangeries dans votre quartier ou un peu plus loin. Et donc, c'est ça qu'il a initialement lancé dans cette idée. Et moi, le boulanger, c'est un souvenir vraiment d'enfance. Le boulanger, c'est le premier commerce où vos parents vous envoient. C'est le premier commerce où la vendeuse vous reconnaît, éventuellement vous appelle par votre prénom. Et moi, j'ai ce souvenir vraiment d'enfance, d'avoir une boulangerie qui était au bout de la rue, qui était sans doute l'une des meilleures boulangeries de Paris. Donc mes parents m'y envoyaient, les vendeuses étaient charmantes et le pain était très très bon. C'est vrai qu'il y a un lien d'intimité, de proximité avec les boulangeries, parce que je vois tout le monde derrière vous, là tout le monde acquiescé. Vous avez tous un rapport sympa avec la boulangerie de votre enfance?
Ça vous parle en tout cas. Alors Michel, depuis quelques mois, vous tentez de séduire les Américains avec vos desserts made in France. Avant d'en arriver là, il y a 12 ans de travail et d'acharnement qui ont commencé par une histoire d'amitié, ce que vous étiez en train de nous raconter. On va découvrir tout cela dans ces images. C'est en 1989, sur les bancs d'un collège parisien, que Michel et Augustin se rencontrent. Tous deux élèves en 4e C, ils deviennent très vite inséparables. En grandissant, Augustin se passionne pour la cuisine. Il décide de créer une marque alimentaire et en parle à son ami de toujours. Et c'est donc ensemble qu'ils font leurs premiers essais dans une cuisine encore artisanale. Pour promouvoir leur marque, les deux compères décident de casser les codes. Ils se mettent en scène un peu partout dans un déguisement très décalé. Ils animent alors une station de métro, une rue ou encore un supermarché. Aujourd'hui, Michel et Augustin sont à la tête d'une entreprise qui fait un carton. Les deux amis ont même décidé de se lancer dans une nouvelle aventure, la conquête du marché américain. Comment vous qualifiez tout ce parcours? C'est beaucoup de discussions, beaucoup de rires entre vous, beaucoup d'échanges. Comment on en arrive à trouver ces idées-là originales? Effectivement, c'est une chance incroyable de démarrer une boîte avec un ami parce que tout de suite, ça met une atmosphère où vous mélangez travail et plaisir, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez dû vous disputer parfois. Et bien entendu, on s'est disputé. Je crois qu'au démarrage, l'espèce de rythme, c'est qu'à peu près une fois par mois, il y avait une discussion qui claquait véritablement parce qu'il y avait un désaccord sur une recette, sur un produit, sur une manière de lancer un Alors, comment produit. ça se passait? Vous étiez des boudeurs ou vous vous réconciliez Non, je crois assez que vite? en fait, l'effort qu'on a fait, justement, c'est de toujours mettre les choses sur la table. Ouais. Donc, ça fait Parce qu'il y a des 12 liens ans. quand on fait des gâteaux ou des Ouais, pâtisseries. ça fait 12 ans qu'on bosse ensemble. Pendant les 6 premières années, on a bossé concrètement sur le même bureau, sur la même table. Pendant quelques années après, on était 2 bureaux jumeaux. Et donc, le fait d'être juste à côté et de toujours privilégier la communication et de toujours préférer dire ce qui ne va pas, dire les désaccords, nous a beaucoup aidé pour garder la confiance en l'autre plutôt que finalement, progressivement, nos chemins se séparent parce qu'on aura eu 2 visions différentes. Alors, vous dites on a commencé sur la table, c'est des débuts quand même très artisanaux, sur la table en train de fabriquer des gâteaux. Oui. Non, mais effectivement, le début de cette aventure est assez dingue. On s'est retrouvés, donc c'est Augustin qui portait ce projet de créer Donc, une après jolie avoir marque fait des alimentaire. écoles de commerce. Voilà, donc on a tous les deux fait une école de commerce, on a tous les deux eu des jobs assez classiques, Augustin dans une compagnie aérienne, moi en conseil et dans une banque à New York. Et en fait, on s'est retrouvés donc d'abord pour écrire un guide des boulangeries, et ensuite avec cette vision qu'Augustin portait, de créer une marque alimentaire qui soit radicalement différente. Et donc ça, c'était des beaux concepts, mais en fait très vite, pour porter cette marque alimentaire, il fallait un premier produit. Et c'est là où on s'est retrouvés à mettre véritablement la main dans la pâte, très concrètement. Et on a passé des soirées entières avec Augustin à faire des recettes de sablé, à réexploiter toutes les recettes de sablé de nos grands-mères, de nos vieilles tantes, de nos amis, de tous les bouquins de cuisine qu'on pouvait trouver, jusqu'à ce qu'on élabore 3 bonnes recettes. Les sablés, vous pensiez que c'était pas assez bon ce qu'on trouvait dans les supermarchés ou vous êtes concentré sur les sablés? C'est un peu comme l'expérience de Pauline qui finalement a eu cette mauvaise expérience quand elle cherchait à acheter sa bague de fiançailles. Pour nous, finalement, quand vous faites vos courses, les produits qu'on trouvait en supermarché ne correspondaient pas forcément à notre aspiration de dire le sablé, c'est un très beau produit. On en a tous fait avec notre grand-mère sur la table de la cuisine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étaliez de la pâte, vous preniez un verre renversé et vous découpiez un biscuit dans cette pâte étalée. C'est un très bon produit, c'est plein de souvenirs d'enfance, mais on avait l'impression que les produits que vous trouviez en supermarché n'étaient pas de la même qualité que ceux de votre enfance. Augustin, il aimait faire la cuisine, il faisait autre chose que des sablés, j'imagine. Oui, et donc effectivement, mais il a toujours été plus sucré que salé. Et pourquoi il n'a pas fait une école hôtelière plutôt qu'une école de commerce? Non, mais effectivement, il y a un gros sujet. Peut-être que lui aussi a été peut-être un peu trop téléguidé vers une voie un peu classique. Mais ce qui est amusant, c'est qu'après, il a fait le saut de se dire, voilà, j'ai une passion, c'est la gastronomie, c'est le goût. Et donc, après une première expérience entrepreneuriale, il s'est retrouvé à passer un CAP de boulanger et là, a accompli en quelque sorte cette passion à travers un diplôme qui lui ressemblait un peu plus. Et pourquoi il n'est pas là? C'est toujours vous qui parlez de lui? C'est toujours vous qui en général, c'est l'inverse. Ce projet? En général, c'est l'inverse. C'est Augustin qui vient parler et c'est moi qui suis absent. Mais il se trouve qu'Augustin s'est expatrié aux États-Unis pour, comme vous le disiez tout à l'heure, développer la marque aux États-Unis. Il vous manque pas trop? Et donc, depuis septembre dernier, nous sommes nettement séparés, puisque l'Atlantique nous sépare. Mais
Voilà, donc c'est un très beau projet pour la suite du développement de l'entreprise. Et puis la joie de la téléphonie et autres fait qu'on a l'occasion de se parler quasiment tous les jours. On est sur un marché qui est hyper bataillé, personne ne nous a attendus pour faire des biscuits. Et donc si on n'agite pas notre imagination pour finalement intéresser le public, et donc là effectivement on s'est amusé à faire quelques lancements de produits avec Augustin, en se mettant quasi nu, habillé, donc ce que nous on appelait notre tenue de vache, pour faire des lancements de produits. Et c'est ça qui nous permettait de déclencher un tout petit peu de visibilité pour la marque. Alors là les couleurs font un peu artificielles, mais voilà, la photo est vraie. Donc ça permet aussi de s'amuser, j'imagine, de prendre quelques fous rires. Non, mais c'est un truc très sympa. Et c'est vrai que c'est là où, au-delà de l'association, au-delà du plaisir d'être deux dans l'entrepreneuriat, le fait de faire ça avec un ami rend possible de faire plein de... Donc nous, on a appelé ça les trublionnades. À quoi ont ressemblé vos débuts, à vous aussi? Des débuts un peu artisanaux aussi? C'est vrai qu'en fait, un peu comme Michel et peut-être aussi Guillaume, nous, on a commencé chez moi. On n'avait pas de compétences particulières dans la joaillerie. Je vous l'ai dit, on venait pas du tout du secteur. La joaillerie, c'est assez compliqué. Ah oui, et les pierres, alors? Il faut trouver des pierres. Sincèrement, j'ai commencé par aller faire du porte-à-porte chez tous les lapidaires de Paris, chez tous les diamantaires. Personne ne voulait nous recevoir au début. Ils nous riaient au nez. Et quand on a dû leur expliquer qu'on voulait fabriquer des bijoux à la pièce, avec à chaque fois une pierre différente, un métal, la taille de doigt, etc., à chaque fois en 2 semaines... Franchement, ils nous ont dit non. Moi, j'ai passé un nombre de coups de fil. Honnêtement, on était désespérés. Moi, en plus, j'ai créé l'entreprise avec mon mari maintenant. Et on se regardait, mais en se disant, mais on va jamais y arriver. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'était fixé un peu une deadline de 3-4 mois où on s'est dit, bon, bah, si on n'y arrive pas, on verra. Et honnêtement, au bout du 350e coup de téléphone où personne ne nous disait oui, quand le 351e, il y en a un qui enfin m'a dit, bah oui, en fait, je peux le faire. Cette bague, ça peut se faire. Et puis, je peux vous la faire à un bon prix en 2 semaines. Bah, franchement, ça a tout changé, mais je vous avoue qu'on n'est pas passé loin en fait, de jamais pouvoir créer Gémio. On doit s'accrocher à des signes positifs dans ce genre de situation. Je vous avoue qu'en fait, ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, cette personne, donc c'est un commercial en fait dans un atelier, on est devenus amis, on les a invités à notre mariage. Enfin, ils nous ont changé la vie en fait. C'est grâce à eux qu'on a pu se lancer. Maintenant, on a 4 ateliers, mais c'est vrai que d'avoir cette personne qui nous a donné sa confiance, alors qu'on n'était rien, qui travaillait avec les plus grandes marques, qu'on était 2 petits jeunes comme ça, ça nous a un peu donné foi aussi dans le fait qu'il y a vraiment des gens sympas et qui veulent aider les jeunes. Il y a une formule qui dit « insister, c'est exister ». J'ai beaucoup insisté. Pour une fois, ça a aidé un peu d'être une jeune fille. Je dois dire que j'y allais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez séduit des fournisseurs? Non, je séduisais pas, mais c'est vrai qu'en fait, c'était à la fois un avantage et un inconvénient parce que personne ne me prenait au sérieux. Sincèrement, vous savez, dans le secteur de la joaillerie, c'est que des personnes un peu plus âgées. Je dis pas la caricature du monsieur moustachu, mais je vous le dis. C'est moustachu? Oui. Moustachu? Pas tous, évidemment, mais c'est quand même des personnes en général qui travaillent depuis assez longtemps, depuis des générations, et donc c'est assez artisanal. Et donc quand ils me voyaient débarquer, moi j'avais 26 ans, j'y connaissais rien. En plus, j'utilisais pas du tout le bon vocabulaire. Ils se moquaient un peu de moi. Mais c'était aussi un avantage parce que j'étais tellement différente de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Ça les intriguait. Non, mais ils se posaient un peu la question quand même. Ouais. Et puis, ils se disaient, mais elle est un peu folle, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Donc, c'était rigolo. Samuel, insister, c'est exister. Ça vous parle, cette formule? Quelque chose comme ça, oui, effectivement. On voit que le driver, c'est plus fait plaisir, c'est fait fort. Justement. Vous ne pouvez pas parler en français parce que le driver, fait fort. Je parle que le psy. Non. C'est que ce vocabulaire. Ouais. Hein, c'est comme quand on dit made in France, on veut dire fabriqué en France, non? On peut, mais les Japonais et les Coréens le comprendraient moins bien. C'est vrai. C'est l'enjeu. Bon, alors vous, comment vous allez commencer à fabriquer des slips? D'abord, le slip français, en quoi est-il différent? Il y a une particularité? En plein de choses. On a créé un vrai style, on a plein d'imprimés, on a plein de designs, on a une super matière. C'est un produit qui est entièrement fabriqué en France. La matière est fabriquée en France, l'assemblage est fait en France. Il n'y a aucune autre marque de sous-vêtements qui fait ça aujourd'hui. Mais c'est une forme un peu quand même à l'ancienne. C'est une forme revisitée. Non, c'est plus mode, donc c'est revisité, mais on s'inspire du patrimoine sous-vêtements français. Donc ça reste inspiré de ce qu'on faisait, de ce qu'on fait depuis toujours. Bon, alors comment vous y êtes pris pour commencer à créer des slips? Je vois beaucoup de points communs avec Pauline. C'est vrai que donc moi je me suis réveillé avec cette idée de faire un slip made in France. J'ai tapé sous-vêtements fabrication française dans Google. Je suis tombé sur un premier atelier qui est celui qu'on voit sur la photo, qui est un atelier de fabrication en Dordogne. Et je découvre là-dedans 60 ans de savoir-faire. Voilà, on voit les ouvrières qui sont là, Marianne, Roselyne, avec qui on travaille toujours. Sont des gens qui sont des femmes, pour le dire. C'est vraiment 95% de femmes dans ces ateliers. Ouais. Ça fait
30 voire 40 ans de maison. Et quand je ne me trompe pas sur le chiffre, c'est qu'elles rentrent dans l'entreprise à 17-18. Elles sont aujourd'hui proches de la retraite, mais elles ont passé toute leur vie dans cette entreprise-là. Et je leur dis, écoutez, voilà, j'aimerais bien faire un slip fabriqué en France. Est-ce que Et vous ça, pouvez c'était m'accompagner? combien de temps après avoir lancé votre idée? Donc l'idée, le pari, ou en tout cas l'idée du slip Made in France est sortie en février 2011. Et j'ai ramené les 600 premiers slips dans le coffre d'une voiture de location d'Angoulême le 15 septembre 2011. Vous n'êtes pas fait arrêter par la police? Je ne me suis pas fait arrêter par la police. Qu'est-ce que vous transportez? Des slips. Non, et c'est un super souvenir. Je me souviens de ce jour-là très bien. Et donc c'est vrai que voilà, j'ai ramené les 600 slips dans le coffre de la voiture de location. Qu'est-ce que vous en avez fait de ces 600 J'avais bricolé le site pendant l'été tout seul et je les ai mis en vente. Du coup, le 15 septembre, j'ai ouvert la page Facebook et tout de suite, ça a pris parce que le produit était sympa, le marketing était bien positionné, l'histoire était rigolote et on n'a pas de concurrent. En fait, personne ne fait ça aujourd'hui. Un produit entièrement fabriqué en France, vendu sur Internet avec une communauté et une communication un peu innovante et moderne, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il a de particulier en dehors du fait qu'il soit fabriqué en France? Il y a une qualité de textile, une douceur, un contact agréable. On a une super matière qui est tricotée donc, dans cette usine-là et dans l'autre, dans le Nord. On a plein de séries limitées. Donc l'avantage de fabriquer en France, c'est qu'on peut, comme on ne fabrique pas en Chine, des gros containers qui arrivent et qu'on doit solder en fin de saison, nous on fabrique des séries de 50, 100 pièces, 200 pièces. En fonction de la demande? En fonction de la demande. On a imaginé un slip imprimé carte de France. Donc vous avez le Rhône-Alpes, voilà, vous avez différentes choses. Et je pense que c'est ça qui est... Le regard de vos parents. Qu'est-ce que fait mon fils? Il fabrique des slips. Ça leur plaît, cette idée? Alors aujourd'hui, ça leur plaît. Au début? Au début, mes parents et mes amis vraiment ils doutaient de l'idée. J'étais vraiment le seul à me dire que ça pouvait fonctionner. Après, à partir du moment où je me suis effectivement lancé dedans, tout le monde s'est mis derrière moi. Il m'a soutenu et je pense que j'imagine que c'est le cas aussi pour vous parce que si on en arrive là, c'est en grande partie grâce à la famille et l'entourage qui soutient vraiment. Il y a un premier cercle. Et vous, Pauline, le papa qui souhaitait que le vous soyez papa, maintenant, prof? en fait, c'est bien simple, c'est son idée, en fait. Ça, c'est un grand classique. Mais non, le papa, il est super fier. Franchement, j'adore mes parents. C'est vrai que eux-mêmes, ils s'en veulent un peu de m'avoir un peu, mais c'est exactement ce que disait Samuel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils m'ont pas vraiment poussé à faire de l'enseignement. Ils m'ont dit de le faire, mais ils m'ont dit que ça serait bien. Et moi, du coup, je me suis un peu projetée. Je me suis dit que c'est ce qu'il fallait. Et maintenant, je pense qu'ils se sont rendus compte que vraiment, on est beaucoup plus épanouis. Et ça, pour un parent, c'est sûr que c'est la meilleure chose du monde. Donc, Et vous, Michel? Vos parents? Les parents, mes parents ont regardé ça avec pas mal de bienveillance, en fait. Donc on s'est lancé avec ça avec Augustin. Je pense qu'ils étaient rassurés qu'on fasse ça ensemble parce qu'ils apprécient beaucoup Augustin. Et donc voilà, je pense qu'ils m'avaient vu dans d'autres jobs avant et c'était mon projet. Et donc n'hésite pas à essayer. C'était ça leur regard. C'est plutôt des regards aimants et des parents ouverts. D'autres peuvent critiquer et les critiques peuvent décourager aussi. Alors les critiques peuvent décourager et en même temps, je pense que pour les trois profils, c'est trois parcours très atypiques qu'on a là quand même. Et le fait que, effectivement, on s'imagine en tant que parent, oui, je vais vendre des slips, ça peut faire peur. Finalement, les critiques, c'est aussi un ancrage dans la réalité. Ça permet de voir que vous aviez, par exemple, vous, Guillaume, un entourage qui était quand même préoccupé par votre avenir, etc. Donc c'est aussi important d'avoir des critiques. Ça montre qu'il y a des préoccupations et qu'on n'est pas... voilà, il y a un ancrage dans la réalité. On n'est pas forcément... On ne peut pas foncer tête baissée dans le n'importe quoi. Ouais, mais les parents peuvent aussi être vecteurs de peur et les transmettre à leurs enfants. Des parents craintifs qui ont peur de tout, j'imagine que ça ne fabrique pas des enfants entrepreneurs. Alors ça peut, mais justement, en fait, on ne sait pas en fait, ce qui a motivé chacun à se lancer. Mais ce qu'on voit, alors plus particulièrement pour Guillaume, justement, c'est que... alors il y a la passion, Michel en a parlé de manière très poétique, bien sûr il y a la passion au départ, il y a cet objectif, mais moi j'ai l'impression qu'il y a aussi et surtout l'idée de se lancer dans un grand projet. C'était le slip, ça aurait pu être autre chose en fait, ça aurait pu être totalement autre chose pour Guillaume notamment, mais qui a cette recherche de sensations fortes, de faire quelque chose de très ambitieux, un petit peu délirant en fait, un petit peu fou, et donc de se lancer dans l'aventure, donc il y a vraiment la recherche d'aventure, et justement qui s'oppose à la recherche de sécurité. Donc c'est peut-être aussi ça qui motive. Donc c'est pas forcément l'argent. Le but c'est pas de gagner plein d'argent, mais c'est de réussir à mener à bien un projet un peu délirant, quoi. C'est très satisfaisant, j'imagine, d'aller au bout de son propre projet. Ça doit être enthousiasmant. C'est absolument génial. Moi, ça fait donc presque 5 ans maintenant. Je n'ai jamais l'impression de travailler.
Et je le souhaite à tout le monde. Mais vous avez dû avoir des moments de doute quand même. Bien sûr, il y a des moments très durs et même si c'est un balancier, moi je trouve que l'équilibre d'entrepreneur, c'est peut-être une ou deux fois par jour de se dire, il y a des moments où on se dit c'est génial, c'est extraordinaire ce qu'on fait, des moments où on se dit mais on va jamais y arriver, on va mettre la clé sous la porte demain matin. Vous arrivez encore à avoir des idées? Vous avez tout essayé sur le ça, slip? sur les idées, c'est un mot magique le slip, c'est infini, on peut imaginer beaucoup de choses. Ouais. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bah, non. Alors, il y a aussi un moteur dans votre vie. Vous nous avez confié que votre père avait eu un grave accident lorsque vous aviez 5 ans. J'imagine que c'est un événement qui a joué dans votre manière de voir les choses. On se dit que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Je pense que c'est vrai que quand on réfléchit et qu'on se dit qu'est-ce qui nous pousse en avant, nous pousse à avancer. Moi, c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'être pressé tout le temps et je pense que j'ai ce truc-là qui est un moteur pour moi, qui me fait dire que oui, la vie comme on la connaît peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc, il faut en profiter, il faut faire ce qu'on aime et se lancer. Je pense que dans la capacité à agir, moi, j'ai ce driver-là pour reprendre mon anglais. Non, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi, là. Mais si, très bien, mais vous voyez que ça parle, effectivement. Là, on voit qu'il y a ce driver, dépêche-toi. Pour exister, il faut se dépêcher. Non? Bien sûr, en tout cas, c'est très personnel. Moi, je sais qu'en réfléchissant, en me disant, mais pourquoi est-ce que j'ai un virage à 180 degrés? Et moi, clairement, je le vois là. Et je pense que c'est un moteur, chacun a le sien. Et en tout cas, moi, c'est ce qui me fait avancer, me fait me dire qu'il faut... La vie d'adulte, c'est maintenant. Et c'est vrai que quand on sort d'école de commerce, on est toujours un peu en train de préparer l'avenir. Et je pense que quand on va faire dans les métiers un peu classiques de sortie d'école, de la finance ou de la banque ou du conseil, en fait, on ne ferme pas vraiment de porte. On est dans un circuit assez généraliste qui peut être très épanouissant. Il y a des gens qui sont très épanouis là-dedans, mais beaucoup y vont un peu par non-choix. Et comme si on préparait un espèce de CV éternel pour, à 60 ans, avoir le CV parfait. Voilà, exactement. Mais au final, la vie, on a 30 ans, elle est maintenant. Enfin, elle est maintenant, elle est demain. Mais je me dis, il faut vivre tout de suite, il faut vivre le présent et profiter. Et puis, on peut se demander aussi la fonction de cet accident, à quel point ça vous a impacté. On peut supposer qu'une personne qui s'investit à fond dans un projet aussi ambitieux, qui envahit autant la vie quotidienne, enfin, je suppose, ça peut être aussi une manière d'échapper à d'autres préoccupations, à d'autres soucis, parce que du coup, on n'a pas le temps de s'occuper d'autres préoccupations. On est tellement concerné par son projet que du coup, ça prend toute la place. En fait, tous les ans, et à chaque étape, on rajoute de l'ambition dans ce projet qui était à la base de monter une marque de sous-vêtements et qui aujourd'hui, en fait, est en train de se dire on peut révolutionner la façon dont on consomme la mode et le textile en France. Mais vous êtes au-delà du slip aujourd'hui, si j'ose dire. Bien sûr, on est au-delà du slip. Choses. On fait fabriquer d'autres choses, on a tout un vestiaire complet et en fait, surtout, on peut se dire on peut être la première vraie marque digitale française qui réussit l'exploit que le combat perdu d'avance que tout le monde a perdu depuis 25 ans, de fabriquer en France des produits haut de gamme et de les fabriquer et de les vendre en France. Et pourtant, on le dit jamais assez, un tiers de nos exportations, ça correspond à de l'artisanat français quand même. C'est-à-dire qu'en France, on a un véritable savoir-faire. Exactement, et surtout, en plus de notre savoir-faire, il y a une image qui est fabuleuse de la France. Donc nous, on commence à pas mal travailler au Japon et en Corée. Ils sont fans de la France. C'est-à-dire que l'image du Français à son café avec sa baguette, c'est mythique pour les Japonais, à tel point qu'ils inventent des marques et des restaurants qui ont des noms français, folles herbes de jardin, ça ne veut rien dire, mais c'est des enseignes de restaurants parce qu'ils aiment cette image française. Donc au-delà du marché français, moi, je pense qu'on a une vraie dimension internationale à aller chercher dans ce modèle-là. Alors moi, j'aurais bien aimé voir la tête de, comment s'appelle-t-elle, Evelyne et puis les dames et Roselyne et Marianne. Quand elles vous ont vu débarquer dans cette usine en Dordogne, elles vous ont accueilli comment ? Un mix de méfiance et quand même, je pense, d'intérêt, parce que c'est des gens qui ont 35 ou 40 ans de métier, donc elles adorent leur métier. C'est-à-dire qu'on leur donne un nouveau produit, pour elles, c'est un défi. Donc il y a une partie, elles sont presque à regard d'enfant, à se dire, voilà, ce produit-là, je vais le fabriquer, ça va être super. Elles faisaient quoi avant de vous connaître ? Ils travaillent pour leur propre marque, ils travaillent pas mal pour la confection de t-shirts publicitaires, ce genre de choses. Donc ça, il y a encore quelques ateliers qui font ça en France. Mais c'est une toute petite usine, il y a 12 personnes. Enfin, c'est vraiment une petite unité de production. Et c'est vrai qu'au début, un peu de méfiance, mais après, voyant les commandes arriver, pas mal d'enthousiasme. Et je pense elles que doivent ça être sympas, elles doivent avoir l'accent de la Dordogne, doivent être chaleureuses. Exactement. On les salue d'ailleurs, ces ouvrières. Vous avez combien d'usines aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on fait travailler dans 8 usines à travers la France, un équivalent de 40 personnes à temps plein. Bravo. Donc vous avez créé des emplois et peut-être maintenu des emplois. Je pense qu'on a maintenu, on maintient et on crée des emplois chez tous ces sous-traitants qui sont des gens qui
ont leurs unités de production depuis 40-50 ans et je pense qu'on leur donne une vision plus claire pour l'avenir. Et oui, on porte un projet ambitieux et j'espère qu'on est les premiers d'une vague qui arrive, qui revient plutôt. Pauline, vous étiez fixé une limite quand même. Vous étiez dit, bon, si ça ne marche pas au-delà de telle limite... C'est vrai, vous avez raison. Mais en fait, c'était plus d'un point de vue personnel. Déjà, en fait, c'est vrai que l'idée, elle était un peu folle. Enfin, une fois de plus, je connaissais rien à la joaillerie à la base. C'est un secteur qui est très peu transparent. C'est des matériaux qui coûtent cher. On n'avait pas d'argent du tout. Et donc, on s'est dit, bon, bah, en fait, on va essayer. On a vraiment cette idée, on y croit. On a envie de créer une marque de joaillerie, pareil, un peu comme Guillaume ou comme Michel, qui bouge un petit peu ce qui se fait actuellement, qui modernise. Mais en même temps, on n'y connaît rien, on le sait. Donc, on va se fixer un peu une limite. Et on s'est dit, bah, déjà, une limite de 3 mois pour trouver des fournisseurs, pour trouver des personnes qui acceptent de travailler avec nous, trouver des pierres aussi. Enfin, c'était pas évident. Mais votre aujourd'hui mari, qui n'était pas encore à l'époque, il a travaillé avec vous dès le début? Dès le début, bah, en fait, c'est lui qui a fait sa demande. J'ai dit oui. Et on s'est dit, mais finalement, cette idée, on l'a un peu ensemble. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de travailler ensemble? Et c'était pas du tout évident que ça fonctionne. Et c'est pour ça, d'ailleurs... Vous avez dû avoir peur de laisser votre couple aussi, mais non? c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est dit, on essaye pendant 3-4 mois. Et si au bout de 4 mois, 3 mois, on se rend compte qu'on n'arrive pas à travailler ensemble, bah, en fait, on privilégie notre couple plutôt que l'entreprise et on retrouvera un autre projet. Même si on y croyait beaucoup, on s'est dit, on n'a pas envie de mettre en péril voilà, notre relation. Ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, on était très amoureux et on avait envie de se marier. Et donc, on s'est dit, non, on ne va pas quand même tout faire capoter si jamais juste on n'est pas compatible d'un point de vue professionnel. Et sincèrement, ça aurait pu être le cas. Alors, le récit de la première vente, j'imagine que celle-là, elle doit rester gravée dans votre tête, dans vos souvenirs. Bah, c'est vrai, en plus, nous, donc c'est quand même vendre des bijoux sur Internet. Donc, c'est des bijoux qui sont un très bon rapport qualité-prix, mais néanmoins, c'est quand même des centaines d'euros en général. C'est des pierres précieuses, c'est des métaux précieux. Et donc, au bout de 3 mois, on arrive à trouver enfin un fournisseur qui accepte de travailler avec nous. On arrive à trouver quelques pierres. On a nos premiers designs qui étaient vraiment pas terribles d'ailleurs à l'époque. Et on arrive à créer un site Internet. Et donc, ça, c'était mon mari et d'ailleurs son frère qui nous a rejoint, qui nous aidait, qui l'a fait. Et donc, au bout de quelques jours, 2 semaines à peu près, première commande. Et là, je me rappellerai toute ma vie. C'était une dame qui habite à Angers, qui avait acheté un bijou chez nous parce qu'elle avait tapé bague or blanc topaz. La topaz est une pierre qu'on trouve assez peu en joaillerie, qui est très jolie, qui a un joli bleu. Et on en proposait à nous sur notre site. Et donc bah, elle a fini par échouer chez nous. Sincèrement, je ne sais même pas vraiment combien de pages elle a dû faire avant d'arriver chez nous. Mais elle a passé commande. Pour la petite histoire, ce qui était assez drôle, c'est qu'à l'époque, on n'avait même pas mis en place, parce qu'on n'avait pas d'argent, de module de paiement. Donc elle a dû essayer de faire un virement bancaire. Or, le numéro du virement bancaire était faux. Donc elle a dû nous appeler pour nous dire, mais ça ne marche pas votre truc. Moi, ça passe, mais j'aurais jamais accepté d'acheter. Alors, vous n'avez pas d'enfants tous les deux encore? Quoi, vous n'avez pas le temps d'en faire ou Moi, j'avoue qu'en fait, je sentais que j'avais encore du temps devant moi et j'étais pas forcément encore prête, de toute façon, à avoir un enfant. On s'est mariés il y a 2 ans, donc c'est encore assez récent. Et on voit que notre couple, il est beaucoup plus soudé encore qu'avant. Enfin, on a appris à se connaître énormément. Vous êtes engueulés beaucoup? Énormément, et on continue. Mais ça forge le caractère. Sortir des engueulades. Il faut savoir ne jamais se coucher en étant fâché. C'est important, c'est ma grand-mère qui me disait ça. C'est vrai, c'est mieux ça. Guillaume, les enfants? Les enfants, pas pour tout de suite. Pareil, je suis un peu sur cette idée que j'en ai encore un qui fait passer nuit. Clairement, ça fait... Moi, je suis en couple aujourd'hui et très heureux. Et vous? En fait, quand on a démarré l'entreprise avec Augustin, lui était marié, avait déjà 1 ou 2 enfants. Moi, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfants. Et c'est vrai qu'on a eu un rythme de vie assez dingue avec Augustin les premières années, puisqu'on fabriquait, on bossait la semaine pour vendre les biscuits et le week-end, on les fabriquait. Donc on partait le vendredi à 10h à Sablé-sur-Sarthe et on en rentrait le dimanche soir après avoir fabriqué autant de biscuits. Donc Guillaume revenait avec sa voiture pleine de slips, nous on revenait avec des voitures qui étaient pleines de sablés. Et donc c'est clair que c'est difficilement compatible avec une vie familiale importante. Et donc, le coup de bol qu'on a eu avec ma femme, c'est qu'on s'est rencontrés un peu plus tard et qu'on a fait le choix d'avoir des enfants à un moment où l'entreprise était peut-être autour d'Augustin et moi beaucoup plus structurée, avec une vraie équipe qui tenait la route et un certain nombre de personnes sur lesquelles on pouvait vraiment se reposer. Mais c'est effectivement une situation plus confortable aujourd'hui pour avoir des enfants et pour avoir une vie de famille qu'au tout démarrage où j'ai l'impression que moi j'ai peut-être un peu sacrifié cette dimension-là au profit
de la création d'entreprise. Alors, votre associé, Augustin, n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, puisque vous nous le disiez, il est à New York avec toute sa famille pour développer votre implantation là-bas. Mais il nous a quand même envoyé un message qui vous est destiné. Top. Et comment ça Ah, Je suis ici à la toute nouvelle bananerie de Brooklyn, au cœur de New York. Et je crois que dans la vie, voilà, on a tous des talents absolument exceptionnels, chacun d'entre nous, et qu'il faut simplement bien les connaître pour trouver le bon terreau dans lequel les exprimer. Voilà, on a tous des passions, rêvez et vivez vos passions à fond. Et que quand on comprend qu'on est chacun acteur de sa vie et que son bonheur dépend de soi, c'est assez exceptionnel. On ne choisit pas toujours tout dans la vie, mais en tout cas, on choisit toujours la façon dont on vit les choses. You got it? You've got the power. Go! C'est vrai, c'est une bonne formule, ça. On ne choisit pas toujours tout dans la vie, mais on peut toujours choisir la façon dont on vit les choses. Ça nous parle à tous, hein. Oui, non, effectivement, même finalement dans les échecs les plus cruels de l'entrepreneuriat, en fait, on a tous la possibilité d'essayer de rebondir et de se dire, moi j'ai vraiment le souvenir, quand on fabriquait ces sablés à Sablé-sur-Sarthe, on a fait un investissement pour essayer d'automatiser la fabrication. Ça nous a coûté plus de 5 000 €. On a acheté cet équipement tout fièrement, on l'a installé sur ligne. Au bout de 3 secondes, on a constaté que ça ne marchait pas et que ça ne marcherait jamais. Voilà. Et quand vous êtes au tout démarrage d'une boîte, finalement, gâcher de l'argent, gâcher du temps, gâcher des investissements pour un truc qui, bien entendu, a planté, ça peut donner un coup au moral, mais finalement, le fait d'être deux et le fait de garder un bon état d'esprit permet de rebondir hyper rapidement. Et puis les échecs sont formateurs. C'est souvent un échec qui devient un moteur pour autre chose. Voilà. Et puis, c'est vraiment un enseignement au sens où, sur cette base-là, on s'est dit, quel est notre métier ? Notre métier, c'est de mettre au point des recettes. Notre métier, c'est pas de fabriquer au quotidien. Et finalement, faisons des partenariats avec un peu sur le principe de Guillaume. Combien d'employés aujourd'hui? Combien d'usines travaillent pour vous? Comment vous... Donc là, on atteint bientôt la barre d'une centaine de personnes qui travaillent directement pour nous. Il y a un peu plus de 10 usines, 10 usines partenaires avec qui on bosse, essentiellement en France. 90% de nos produits sont fabriqués en France. Et c'est quelques centaines de salariés indirectement qui travaillent pour Michel Augustin. Super. Samuel, un mot sur les échecs? Oui, on voit effectivement que en fait, l'échec, c'est pas indispensable, mais ce qui est important, c'est la capacité à relativiser les échecs. Ceci dit, pour pas non plus qu'on vende trop du rêve, parce qu'effectivement, ça fait rêver. C'est 3 parcours très particuliers, très atypiques. Moi, la question piège que j'aimerais vous poser, c'est avec le temps, avec le fait d'avoir vieilli, le fait d'avoir traversé toutes ces épreuves, avec vos personnalités d'aujourd'hui, est-ce que vous retenteriez l'expérience aujourd'hui? Oui. Moi, très clairement, je la retenterai. De la même manière? Surtout dans les mêmes conditions, c'est-à-dire de le faire à deux et de le faire dans un domaine qui vraiment me passionne. Parce que l'essentiel, c'est pas que ça marche. L'essentiel, c'est de passer quelques années fabuleuses où vous y pensez jour, nuit, week-end, et de vivre une aventure, comme vous le disiez. Parce qu'effectivement, il y a un côté un peu transportant de se dire, voilà, vous essayez quelque chose, et par rapport à l'expérience un peu grisâtre dont Guillaume parlait à la Défense, c'est vrai que chaque jour, vous savez ce que vous avez fait, vous savez en quoi vous avez contribué au succès, d'ailleurs, ou à l'échec de votre entreprise. Guillaume? Oui, moi je le retenterai, c'est sûr, et surtout démarrer jeune, c'est génial, parce que ça prend du temps quand même. L'entrepreneuriat, c'est, je pense, grand minimum 3, voire 5 ans pour arriver à un peu sortir la tête du guidon. Donc, il faut essayer jeune, il faut démarrer tout de suite. Est-ce que quand on démarre son entreprise très jeune, comme ça, est-ce qu'on garde une envie de belle qualité de vie ou est-ce qu'on met tout dedans? Parce qu'on a tous entendu parler de réussite, mais au détriment de la vie. Est-ce que vous avez ça en tête ou on n'y pense pas en fait? C'est pas ce qui compte. Je pense qu'on est quand même tellement passionné par ce qu'on fait qu'en fait on a une qualité de vie. C'est juste qu'on adore ce qu'on fait. Moi tous les matins je prends le bus avec mon mari pour aller au boulot. Honnêtement, qui fait ça aujourd'hui en France? C'est génial. Adorer ce qu'on fait, c'est une qualité de vie. Mais c'est une qualité de vie et c'est sûr qu'il y a des phases un petit peu plus difficiles où on a envie de lâcher le pied. Mais c'est ça aussi d'être entrepreneur, c'est de pouvoir aussi avoir ce choix. Vous êtes quand même votre propre patron. Comme le disait Michel, finalement tout ce que vous faites c'est grâce mais aussi à cause de vous. Donc si vous faites les choses un peu moins, vous allez peut-être moins faire de chiffre d'affaires, mais c'est aussi votre décision. Et donc, c'est un choix en fait de vivre comme ça. Et vous octroyez des vacances? Oui, quand même. Il faut. Nous, on fabrique tout en France. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en France, entre le 1er et le 20 août, tout est fermé. Nous, c'est pareil. Fabrication française, le mois d'août, c'est fini. Et vous?
Oui, mais c'est vrai que et je pense qu'il est salutaire pour un entrepreneur, même la première année, de réussir à prendre des vacances pour s'aérer un tout petit peu l'esprit. Enfin, moi, peut-être ça c'est l'un des regrets du démarrage, c'est que Augustin et moi, la première année, on n'avait pris qu'une seule semaine de vacances, la première et également la deuxième année, alors que vous avez pourtant besoin de vous aérer une fois de temps en temps. Ça, c'est sûr. Merci d'être venu nous voir. Merci pour ces témoignages qui, j'imagine, inspireront certains de nos téléspectateurs qui ont du mal à croire en eux. Merci également à Samuel Mergui. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la rubrique Toute une histoire ce week-end en version féminin. A tout de suite pour un nouvel épisode de l'Histoire continue. Nous allons faire la connaissance de Sylvie, l'une de nos fidèles téléspectatrices. Elle s'était reconnue dans le témoignage de Gisèle et de Francis qui avaient perdu leur fille. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la discussion avec ses parents. A tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Vous vous souvenez peut-être de Gisèle, qui avait perdu sa fille de 14 ans. Ma fille, elle est en moi, elle est partout. Elle m'accompagne au quotidien, en fait. L'une de nos téléspectatrices a été particulièrement bouleversée par son témoignage courageux. Sylvie venait de perdre sa fille une semaine plus tôt. On ne peut pas imaginer un seul instant ce que ça représente. C'est tellement dévastateur. Sylvie a appris à aller de l'avant. Nos enfants ne sont pas partis pour rien. Ils ont été générateurs aussi, vecteurs de belles rencontres. Cette mère courage nous racontera comment elle tente de se reconstruire et nous découvrirons aussi le nouveau départ de Gisèle et de sa famille. Ce changement, en fait, c'est le symbole de ma reconstruction parce que ça m'a un peu obligée à m'occuper de moi. Deux parcours qui forcent l'admiration, à suivre dans un instant dans l'Histoire continue. Le jeudi 18 février, retrouvez le docteur Laurent Carilla pour un chat en direct juste après l'émission. Il n'y a pas de drogue douce, il n'y a pas de drogue dure en fait. Il y a une nocivité du cannabis qui existe et d'autant plus importante qu'on est jeune. Drogue, dépendance, notre psychiatre spécialiste des addictions répondra à toutes vos questions. Alors connectez-vous dès 15h30 sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bientôt, au sommaire de Toute une histoire, des enfances compliquées. Qui était-elle, cette petite fille, à l'époque? C'est une petite fille très angoissée, qui avait une année d'avance, mais qui n'était pas très mature. Et je me mettais beaucoup la pression. J'allais vers mes 10 ans quand on est parti du Rwanda. On a traversé le Zaïre pour arriver au Congo. Ça durait combien de temps, cette fuite? 6 ans. Je me retrouvais en France avec des personnes qui ne me comprenaient pas ou alors c'est moi qui ne les comprenais pas. Qui ont été illuminés par une belle rencontre. Déjà, à 9-10 ans, quand on voit rentrer Gérard dans sa classe, on se dit « Waouh, qu'il est beau !» Ah oui? Et puis, c'était quelqu'un de très souriant. Et il m'a beaucoup inspirée après dans mon parcours professionnel. Elle ne le sait pas, mais elle a changé ma vie. Cette femme était ma prof de français. Elle m'a regardée comme un être humain et cela représentait tout pour moi. La moyenne dit que dans nos scolarités, on a côtoyé à peu près 250 professeurs et l'un d'eux a vraiment marqué notre vie. Et beaucoup d'émotions. Je suis très ému de ce que tu dis et des traces que j'ai laissées comme ça. J'ai toujours eu envie de la retrouver, mais ça n'a rien donné. Ça fait 15 ans que vous ne l'avez pas vue? Oui. Eh bien, regardez. Non. Around the world and never in my wildest dreams.